Nous commencions, hein. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire qui est organisé par Région de France avec l'appui des régions Sud, Hauts-de-France et Occitanie. Peut-être pour rappel, Région de France, quelle fonction avons-nous? Donc Région de France est une association qui représente les 18 régions françaises, hein, qui sont en métropole mais aussi en outre-mer. Elle porte la voix des régions auprès des pouvoirs publics et elle anime des groupes de travail entre les régions pour favoriser évidemment l'échange de bonnes pratiques et la coordination et l'innovation justement entre les régions. Et c'est un peu dans ce cadre que nous avons organisé les choses aujourd'hui avec le groupe de travail de Région de France qui s'appelle Connaissance et Prospective territoriale, qui regroupe l'ensemble des collègues en charge de ces fonctions au sein des régions et avec qui nous avons à la fois eu l'idée et puis souhaité organiser cette séquence avec l'ensemble des participantes et de participants ici présents. La thématique du jour, elle est simple, hein. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un sujet qui est d'urgence et qui est stratégique, puisque il s'agit d'échanger sur la question des territoires littoraux face au changement climatique. Ces territoires sont particulièrement exposés, hein, on le sait, hein, montée du niveau de la mer, submersion, érosion, pression sur la biodiversité, enjeux de ressources en eau. Donc vous connaissez toutes ces problématiques. Et l'objectif de ce webinaire va être de mieux comprendre les impacts et les réponses territoriales qui est possible d'apporter pour passer de la connaissance à l'action, puisque, comme je vous l'indiquais, les organisateurs de ce webinaire sont des collègues qui sont en charge de la connaissance et de la prospective dans les régions. Donc, c'est à partir de ce travail que nous allons aujourd'hui vous présenter les travaux des régions. Et puis, l'objectif, évidemment, c'est d'une certaine manière de promouvoir une approche un peu partagée en transversalité. Et puis, comme on le fait au sein de Régions de France, évidemment, favoriser la coopération interrégionale sur ces enjeux. Alors, aujourd'hui, donc, au programme, trois regards régionaux. D'abord, la région Sud qui va nous faire un panorama des impacts et des défis à venir en matière de protection des littoraux. La région Hauts-de-France nous présentera plutôt les enjeux de méthode, d'outils et les leviers d'action. Et puis, la région Occitanie nous présentera un exemple très concret de mise en œuvre d'un plan en Occitanie qui s'appelle le plan d'adaptation au changement climatique du littoral d'Occitanie. Donc voilà, trois séquences. Un petit, tu laisses là et le Alors, je cinéma. vous invite, mesdames et Moi, je messieurs, à fais avec fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup. Donc, le webinaire sera organisé autour de ces trois parties. Il sera conclu par le co-animateur du groupe de travail Connaissance et Prospective territoriale de Région de France, qui est le collègue de la région Sud, Jean-Baptiste Chabert, qui nous fera donc une synthèse de l'ensemble des propos en conclusion. Et donc, l'idée, c'est que le webinaire soit organisé en trois temps. Chaque région que j'ai citée va présenter les éléments qu'ils ont préparés, voilà, autour de 15 minutes, une durée de 15 minutes. Et puis on se laissera ensuite un temps d'échange d'une quinzaine de minutes aussi, qui sera modéré puisque vous pouvez évidemment sur le chat envoyer l'ensemble de vos questions pendant les présentations. Donc il sera modéré par Anne-Sophie Bretodeau de la région Sud et qui permettra de faire remonter vos interpellations, vos remarques ou vos questions. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer notre première intervention. Comme je l'indiquais, nous allons proposer à la région Sud d'ouvrir ces présentations et donc ce webinaire avec finalement le cadre qui va être posé sur l'impact du changement climatique sur les littoraux. En gros, quels sont les défis pour des territoires comme la région Sud? Et donc, je vais céder la parole à Anthony Dillman, qui, je crois, va nous faire une présentation peut-être en équipe, mais je lui cède la parole. Anthony, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Super.
Donc, je me présente, Anthony Dillman, je suis chargé de mission au sein de la délégation connaissance, planification et transversalité de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je travaille plus particulièrement sur les questions d'énergie, d'industrie et de planification des espaces littoraux. Donc, tout d'abord, peut-être remercier la région de France sur l'organisation de ce temps d'échange autour de ce sujet complexe, mais qui demeure passionnant, avec aussi remercier les collègues d'Occitanie et de Hauts-de-France avec lesquels on a construit le contenu de ce webinaire dédié à l'adaptation des territoires littoraux. Alors, avant de commencer, j'aimerais aussi dire que ce travail, c'est avant tout un travail collectif et qu'on s'inspire largement des initiatives, des dynamiques et des connaissances déployées par l'ensemble des autres régions et des acteurs territoriaux. Alors, peut-être pour débuter nos travaux, je vais vous présenter de manière synthétique les constats, les défis et les possibles leviers d'action pour travailler un aménagement durable et adaptatif de ces territoires stratégiques face aux effets du changement climatique qui sont de plus en plus prégnants aujourd'hui. Et peut-être rappeler aussi et vous indiquer que ces travaux que nous conduisons maintenant depuis 3 ans avec un ensemble de partenaires, et notamment le réseau régional des agences d'urbanisme, mais aussi des acteurs territoriaux et l'ensemble des directions opérationnelles de la région, et notamment le service mer et littoral. Donc peut-être, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager ma présentation. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, très bien. Très bien. Super, merci beaucoup. Donc peut-être pour commencer en guise d'introduction, il me semblait important de rappeler que ces espaces littoraux s'inscrivent à la croisée d'enjeux majeurs, donc des enjeux économiques, sociaux, écologiques, environnementaux, mais aussi culturels et paysagers, et qu'à ce titre, ils constituent, à mon sens et à notre sens, Anthony, on ne t'entend plus. Ah, vous m'entendez? Oui, mais de loin. Oui. Je vais parler un peu plus fort, alors. Désolé. Donc, peut-être rappeler qu'à ce juste titre, il constitue un bien commun à préserver pour les générations futures. Alors, c'est vrai que les espaces littoraux constituent, pour notre région, le socle historique de développement et aussi une identité maritime forte. Mais, et il ne faut pas l'oublier, ils constituent aussi des espaces sensibles et complexes qui sont vulnérables aux effets du changement climatique et parfois, selon nos territoires, une littoralisation qui est parfois très importante et qui peut entraîner des phénomènes d'érosion de la biodiversité marine et terrestre. Alors, il faut peut-être aussi, dans un regard un peu plus global, avoir en mémoire que la mer Méditerranée constitue l'un des 10 hotspots mondiaux en matière de biodiversité au niveau mondial, à la fois pour sa richesse faunistique, floristique, et aussi grâce à son haut niveau d'endémisme. Donc, il y a à la fois ici vraiment des enjeux forts. Alors, quand on pose ce constat, finalement, et de manière un peu plus globale, l'idée, et de la manière dont on réfléchit, de manière globale avec l'ensemble des partenaires, c'est qu'il nous faut passer à des enjeux d'attractivité, à des enjeux d'habitabilité de ces socio-écosystèmes. Alors, écosystème parce que ça renvoie à un ensemble de dynamisme, de dynamique, et en même temps parce que les littoraux sont faits de représentations économiques, sociales et culturelles qu'il faut pouvoir travailler de manière concomitante. Et donc, cela, ça nous demande collectivement de repasser dans des logiques de développement de ces territoires avec des logiques de résilience écologique, économique et sociale. Alors, peut-être très rapidement, et aussi pour vous montrer, chaque territoire, chaque région a des littoraux qui sont différents. Alors, en ce qui concerne la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a la chance d'avoir un territoire, des territoires littoraux qui sont très diversifiés. Alors, c'est à peu près 1000 km de côte, 1035 très exactement, avec un ensemble d'organisations morphologiques, des côtes rocheuses, sableuses. Et ce territoire-là, il est porteur d'une grande richesse écologique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure,
il est en même temps aussi un socle fort de l'attractivité du territoire régional. C'est bizarre. Il est constitué avec personnes signalent qu'ils ne de voient manière pas très Anthony, importante alors que moi je le vois. Il y a manifestement certains qui ont un problème qui voient pas sa caméra. Jean-Baptiste, on t'entend. On t'entend si tu peux couper ton micro. Hop. Tu peux continuer. Je crois que Jean-Baptiste voulait dire qu'on est dans le chat, on a demandé à ce que l'intervenant allume sa caméra pour qu'on puisse voir juste qui c'est et pas juste un écran vide avec un PowerPoint. Merci. Anthony, tu peux allumer ta caméra? Et puis après, pardon de t'avoir coupé, mais si tu veux bien reprendre ensuite ton propos, excuse-nous de t'avoir coupé. Ta caméra est déjà allumée. Là maintenant, on te voit, Anthony. Là, c'est beaucoup mieux. On ne te voyait pas, en fait. C'est pour ça. Désolé de t'avoir coupé dans ta présentation. Par contre, on t'entend plus. Alors maintenant, toutes mes excuses, hein, Jérémy. En fait, c'est bizarre, on m'a entendu, donc c'était pour maintenant, repasser le message. Simplement, Anthony, maintenant, je crois que le micro a été coupé. Alors, je ne sais pas si c'est pas un problème de... Oui, effectivement. Voilà. Non, le micro est toujours coupé. Alors, peut-être que c'est soit l'image, soit le son. Mais ton micro est encore coupé. Anthony, Désolé, mets le micro de ton ordinateur. Voilà, super. Là, ça fonctionne normalement. Voilà. C'est bon? Allez, c'est bon, on a tout là. On a la présentation, on a le son et l'image. Formidable. Tant mieux. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je disais, effectivement, on a aussi une forte attractivité économique et touristique avec de l'industrie, des entreprises énergétiques, des activités récréatives, des activités plus traditionnelles liées à la pêche et à la mer. Et donc, tout cela participe finalement à l'attractivité de notre territoire. Mais peut-être avoir aussi en tête que l'attractivité de ce territoire, elle peut aussi entraîner de plus fortes vulnérabilités. Et là, c'est un peu les idées clés qu'on a voulu vous présenter à partir de nos travaux. Concernant notre territoire, il faut avoir en tête qu'on a à peu près 80% de la population régionale qui vit sur cette bande littorale de 20 km et avec un tiers de la population au sein de nos 3 métropoles que sont Marseille, Nice et Toulon. Avoir aussi en tête qu'on a un ensemble d'infrastructures importantes en matière de transport, d'économie de la mer qui sont situées sur ce territoire-là. Et donc, on voit très vite les enjeux que l'on doit traiter par rapport à ces enjeux climatiques. L'exemple aussi qu'on a voulu montrer, alors dans le cadre de nos études, on a fait une cartographie pour l'ensemble du territoire régional et pour tous les départements littoraux de notre collectivité. Mais ce qui était important aussi de voir, c'était comment, là je vous ai mis l'exemple du territoire des Alpes-Maritimes, on a quand même aussi une littoralisation qui est importante sur nos territoires, ce qui indique aussi qu'on va avoir des enjeux importants à traiter. Alors, peut-être aussi rappeler, c'est ça qui est important, c'est finalement, et le GIEC le rappelle, on va avoir un ensemble d'impacts liés au changement climatique qui va se diffuser ou avoir des impacts différents. Alors, très rapidement, on a une élévation du niveau de la mer. Alors, les chiffres, bien évidemment, vont évoluer au fil du temps et en partie aussi avec les dynamiques d'atténuation que collectivement on peut porter. Mais grosso modo, on est à peu près à plus 1 mètre à 2100. Un autre impact aussi qui a été montré par le GIEC sur notre territoire, c'est l'augmentation de la température de la mer Méditerranée, de son acidité, ce qui n'est pas sans incidence sur l'ensemble de son écosystème et des espèces en présence dans nos écosystèmes. Ensuite, on le voit, il y a une forte baisse de la pluviométrie. On est à peu près à moins 13% en 60 ans. Et autre constat pour notre territoire régional, c'est qu'on a une augmentation quand même assez forte des phénomènes extrêmes et des risques littoraux en fréquence et en intensité. Donc tout cela, finalement, a été agrégé, cette philosophie-là, je le disais, et je vais y rentrer un peu plus là dans le détail, dans le cadre d'un travail qu'on a engagé, je le disais, avec les agences d'urbanisme et les collègues et d'autres acteurs du territoire, au titre
nos études. On a mené 3 études. On a mené une étude qui était plutôt un diagnostic régional et territorial pour documenter le changement climatique sur l'ensemble de notre écosystème régional au niveau des territoires littoraux. On a travaillé dans un deuxième temps dans la réalisation d'un benchmarking de rang national sous différents niveaux de territorialité pour essayer d'identifier, de capitaliser, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs, les bonnes pratiques en matière d'adaptation et de planification littorale. Et tout cela, l'idée était aussi de venir alimenter, nous, notre réflexion dans le cadre de notre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité de territoire, pour qu'on puisse commencer à poser les jalons, les bases d'une stratégie régionale pour ces territoires littoraux. Et enfin, mais cette étude n'est pas terminée, on est en train d'organiser des travaux autour des enjeux de recomposition spatiale, toujours sur une forme de benchmarking. Alors là, on a englobé dans cette étude les territoires ultramarins aussi, parce qu'ils peuvent être honnêtement apporter une vraie connaissance, notamment en termes méthodologiques, sur ces enjeux, parce que la recomposition spatiale, c'est un domaine qui reste très complexe. Donc, voilà. Au niveau des risques, et je ne vais pas rentrer dans le détail, tout cela est dans nos études. Peut-être dire que l'ensemble de nos productions qui ont permis aussi à la fois d'alimenter le STRADET, de réaliser des notes de sensibilisation, des notes techniques, mais aussi d'organiser des ateliers territoriaux. Tout cela s'inscrit à la fois dans le cadre du travail du STRADET et des travaux de la plateforme Connaissance du territoire. Et l'ensemble de ces travaux sont disponibles à la fois sur notre site, notre observatoire régional Mon Littoral, et sur le site Connaissance du territoire. Donc, concernant les risques, je vais peut-être parler rapidement de la submersion marine, qui peut être un phénomène temporaire, mais très important pour nos territoires littoraux. On a aussi un risque d'érosion du trait de côte. Alors, le territoire littoral et le système littoral est par nature dynamique, avec des phénomènes d'érosion plus ou moins marqués, ou d'accrétion. Et le changement climatique, nous, on le voit qu'on a des réalités diverses sur notre territoire. Et donc, l'idée aussi de nos travaux, c'est de réfléchir, de capitaliser, d'anticiper par de la connaissance, de l'innovation, aussi ces données-là pour anticiper et préparer l'adaptation. Et enfin, on a un autre risque qui est important aussi pour notre région, qui sont les inondations le plus souvent fluviales ou continentales. Et l'idée aussi principale, c'est que, et ce qu'on essaie de nous de croiser sur notre territoire, c'est qu'on peut avoir une approche risque par risque. L'enjeu est vraiment de travailler une approche intégrée, une culture du risque et cette approche intégrée. Alors, comme je le disais, ces trois risques côtiers un peu plus spécifiques que j'ai voulu montrer, ils sont amplifiés par les phénomènes liés au changement climatique, et notamment la montée du niveau de la mer, ce qu'on appelle l'ennoiement, et l'augmentation des épisodes climatiques extrêmes, mais aussi par ce qu'on appelle l'anthroponisation, c'est-à-dire le fait d'ajouter des enjeux supplémentaires sur cette bande littorale. Alors, ces risques côtiers peuvent avoir des impacts qui sont nombreux, alors à la fois sur les activités humaines, concernant l'industrie, le tourisme, c'est important, l'activité de pêche, l'activité énergétique, et aussi sur la santé humaine. Elles ont aussi un impact sur la biodiversité marine et terrestre. Nous, on a un ensemble de démarches aussi liées aux herbiers de Posidonie qui jouent un rôle très important en matière écologique, mais aussi en matière de gestion de risque. Et donc, tout cela et ces effets-là ont un impact sur cette biodiversité, avec un effet aussi de tropicalisation des espèces, la baisse de nos coralligènes. Et tout ça nous demande d'avoir une approche globale. Enfin, il y a des enjeux forts qu'on a identifiés sur notre territoire aussi, sur la question de la ressource en eau. Et ces risques côtiers, ils ont un impact à la fois sur la quantité et la qualité des ressources, mais il y a aussi des enjeux en matière d'intrusion saline dans les aquifères, des questions de partage de la ressource et la préservation du bon fonctionnement écologique de ces écosystèmes. Et donc, je le disais, l'idée, un peu la philosophie globale, c'est d'avoir un peu cette approche de stratégie adaptative et un peu de pilotage global, et un peu de réfléchir
à non plus fixer ce trait de côte, mais face à cet écosystème qui est dynamique, c'est de dire comment on arrive à s'adapter collectivement. Très bien. Tu as fini, Anthony? Non, non, je ne sais pas j'ai combien de temps, mais si Là, il je vais faudrait accélérer. aller peut-être sur la conclusion pour qu'on puisse respecter les délais. Ah, alors, excusez-moi, bah, c'est pas grave. Alors, peut-être la conclusion, je n'avais pas fini, mais de toute façon, je suis à votre Vas-y, disposition. laisse-toi quelques minutes hein, pour essayer de Non, développer, mais voilà, en quelques minutes, essayer d'aller vers la conclusion. allez, alors, pour aller à l'essentiel, peut-être bien avoir à l'esprit que la gestion et l'adaptation des territoires littoraux, c'est une démarche complexe qui nécessite un croisement des temporalités. C'est une approche pluridisciplinaire à avoir sur le territoire. C'est la capacité à expérimenter de manière collective, aussi bien, je le disais, en matière de connaissances et d'innovation, avec le développement des jumeaux numériques, des données satellitaires et autres. Mais ça doit être cette question-là d'adaptation des territoires littoraux, et ça fera la transition avec les collègues de France et d'Occitanie, ça doit être vu non pas comme une contrainte, mais une opportunité. Et cette opportunité, c'est à la fois des enjeux de restauration écologique, de renaturation du littoral, mais c'est aussi l'enjeu de mutualiser des expériences. Hein. Comme je le disais, nous, on s'appuie fortement sur les travaux que conduisent aussi les collègues des autres régions, hein, qui sont une source d'inspiration pour nous. Et en même temps, c'est cette notion de récit qu'il faut avoir en tête et qui nous semble importante autour de ce bien-être territorial et de cette habitabilité des territoires littoraux. Il faut repenser globalement ce modèle de développement local, et pour ça, il faut pouvoir travailler sur des littoraux élargis et donc travailler avec son arrière-pays. Merci pour votre écoute. Très bien, merci beaucoup. Anthony, c'était très clair, très limpide. On va pouvoir maintenant commencer à échanger. Donc, Anne-Sophie, comme je vous l'ai dit, va se charger de répertorier un peu déjà les éventuelles questions qui ont pu être déposées sur le fil de conversation. À noter, mais je vais lui laisser la parole, qu'elle a déjà déposé un certain nombre de choses sur ce fil. Je vais lui laisser commenter les choses qu'elle y a déposées. Anne-Sophie. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, j'ai juste déposé les documents auxquels faisait référence Anthony dans sa présentation, c'est-à-dire des travaux, enfin une analyse, et le portail littoral. Voilà. Alors, Anthony, il y a une question qui concerne donc les travaux que tu as présentés. La personne demande, hop là, je l'ai perdu, est-ce que ces travaux est-ce que ces travaux vont être mis à jour avec l'adoption de la nouvelle stratégie de façade maritime DSFE deuxième cycle adoptée ces derniers temps? Alors, je pense qu'il y a une double approche à avoir. Comme je le disais, ces travaux, ils ont servi pour nous à alimenter nos travaux liés à notre schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et de toute façon, un peu, je dirais, dans l'échiquier un peu global, on doit de toute façon, nous, prendre en compte le document stratégique de façade et l'ensemble de ces schémas. Alors, l'étude, et c'est ça l'importance dans la gestion des données et de la connaissance, c'était aussi pour nous capitaliser, créer de la connaissance, qu'il faut, oui, certes, qu'on va essayer d'actualiser dans le cadre de nos travaux, hein, mais c'était surtout et aussi pour créer une dynamique collective de co-construction et une dynamique à animer sur les territoires, parce que l'idée derrière, c'est que chaque niveau de territorialité et chaque acteur a un rôle à jouer sur la gestion des territoires littoraux. Et donc, l'idée, c'est de comment on arrive à travailler entre cette échelle régionale et cette échelle locale avec leur stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte. Donc oui, d'ailleurs, je travaille beaucoup avec les acteurs de l'État et effectivement, il y a une mise à jour qui a été faite. À noter aussi qu'il y a la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui vient d'être actualisée. Et donc, de toute façon, tout ça, c'est un ensemble de données, de cadres hein, que nous, on doit prendre en compte à la fois dans nos politiques d'aménagement, mais aussi en termes d'animation et
et d'acquisition de nouvelles connaissances. Mais effectivement, ces études, c'était un premier cycle et nous continuerons à travailler sur, alors peut-être des sujets un peu plus précis. Là, je disais, on a décidé de travailler collectivement sur les dynamiques de recomposition spatiale. Il y aura peut-être d'autres sujets sur de territorialité, de la ressource en eau à traiter en lien avec ces questions. Mais ce qui est intéressant derrière, c'est que finalement, l'entrée de l'adaptation des territoires littoraux permet de questionner finalement nos politiques publiques et finalement les grands axes clés de l'aménagement du territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... je pense que tu as répondu à la question. C'était très clair. On prend d'autres questions, Anne-Sophie? Oui, alors il y a une question sur la comitologie des travaux. Si tu pouvais rapidement présenter la comitologie qui a été mise en place. Alors, la comitologie, ce qu'on a essayé de faire, comme je le disais, ces travaux-là s'inscrivaient dans le cadre d'un partenariat, une connaissance du territoire et d'un partenariat qu'on a avec les agences d'urbanisme. Mais très vite, pour effectuer nos travaux, on a constitué un groupe de travail avec les services de l'État dans leurs différentes composantes, avec des experts, des structures expertes telles le CRMA et d'autres acteurs. Et l'idée, c'est que au fur et à mesure de l'avancement de nos travaux, on a essayé de rendre compte dans des instances de travail au sein des territoires, mais aussi on a organisé des ateliers territoriaux. L'idée derrière de la comitologie, c'est, vu la complexité du sujet, et que ça nous demande de travailler sur une perspective du temps long, nous, la philosophie, c'est d'avancer pas à pas. Prochainement, ce sur quoi on va travailler en termes de comitologie, c'est que ces travaux-là nous vont permettre de venir alimenter de manière partenariale un groupe de travail que l'on va constituer au sein du Parlement de la mer pour avoir cette approche encore plus poussée en matière de pluridisciplinarité. Et donc, ça, c'est un peu les objectifs de 2026. Tout en continuant, bien sûr, les dynamiques avec les territoires et leurs parties prenantes dans le cadre de leur stratégie locale. Et là, la région travaille aussi avec les territoires parce qu'il y a tout un travail à engager sur la réalisation des cartographies et autres qui est important. Merci. Qu'avez-vous retenu du travail de benchmark, à la fois pour le SRADET et pour la suite des démarches d'adaptation de littoral? Alors, je l'ai un peu dit, mais je n'ai pas eu le temps de passer la slide. Alors, déjà, ce qu'on a appris, c'est que, et je l'ai un peu dit en introduction, c'est l'étendue. Alors, je l'ai dit, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui est passionnant, mais en même temps, c'est un sujet très complexe. Et en fait, ce qu'on a appris déjà, c'est que finalement, c'est un peu la question que l'on se pose en matière de territorialité, de questions littorales, qui va fixer un peu le bon cadre d'études. Après, ce qu'on a appris aussi, c'est qu'il faut travailler sur des temporalités multiples. Alors, il faut cette notion de récit, de prospective à travailler, mais il y a aussi la question de la gestion avec du court terme. Et donc, c'est comment on arrive à créer des gouvernances multi-échelles pour avancer sur ces axes-là. Autre élément qu'on a vu, c'est que la planification, elle est essentielle, la planification stratégique, mais elle doit être adaptative. Et donc, derrière, il faut travailler à un diagnostic complet du territoire avec des scénarios et potentiellement des bifurcations, parce que même si sur ces questions-là, on fait les anticipations ou les scénarios les plus poussés, on sait très bien que c'est quelque chose de dynamique, de littoral, et que ça peut s'accélérer dans un sens comme dans l'autre. Et tout ça est lié aussi à notre capacité, et j'y revenais tout à l'heure en introduction, finalement, c'est un peu derrière la capacité à engager des politiques d'atténuation. C'est les politiques d'atténuation qui, derrière, vont questionner l'impact des risques côtiers. Voilà. Donc ça, c'est important. Et en même temps, aussi, et ça, c'est la notion avec les solidarités derrière. Il faut travailler à de nouvelles solidarités avec les territoires, ce qui renvoie derrière aussi à des stratégies globales. Et reste aussi la question importante des financements sur ces enjeux-là,
qui reste, voilà, à l'heure actuelle, au niveau national, il y a encore beaucoup de débats et ça peut aussi, nous, dans le benchmark qui est remonté, c'est certes, il y a déjà des outils, des financements qui existent et il faut continuer à avancer. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des financements supplémentaires pour engager la réflexion, mais reste que derrière, il y a des enjeux d'inégalité sociale et territoriale qui peuvent être générés par ces risques climatiques-là et qu'il faut repenser le modèle des politiques publiques et ça, c'est important. Très bien. Sophie, d'autres questions? On a encore un peu de temps ou parce que... Alors, on a très exactement 4 minutes. Ok, alors une question sur la confrontation des habitants et des élus dans ces travaux. Est-ce que vous les avez sondés par rapport à ces enjeux? Donc la personne nous fait une remarque qu'il y a de nombreux enjeux d'acceptabilité autour des stratégies littorales, dont notamment le repli des activités ou des résidences. Oui, alors ça, on ne l'a pas nous questionné, comment dire. C'est tout l'enjeu. Et je pense que je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est la suite de nos interventions. Mais effectivement, et quand je parle de gouvernance multi-échelle et quand je parle de partie prenante du territoire, cette stratégie, c'est pour ça qu'on l'oublie souvent, mais quand on traite de ces questions de planification littorale, il faut beaucoup travailler sur les sciences humaines et sociales aussi. Et quand je parle de gouvernance multi-échelle, c'est bien évidemment associé. Et moi, on utilise souvent ce terme d'acceptabilité. Moi, je préfère plutôt l'adhésion et la co-construction que la notion d'acceptabilité. Et effectivement, dans le cadre des stratégies locales ou des projets de territoire qui seront à décliner, il y a cette approche complémentaire au niveau des territoires à avoir entre ces stratégies locales et les schémas de cohérence territoriaux, les PLU derrière, ou cartes communales. Et l'idée, c'est que nous, de toute façon, on les a invités alors on a invité des associations dans le cadre de nos ateliers territoriaux. Mais après, juste pour terminer, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il ne peut pas y avoir une stratégie littorale et régionale unique. C'est-à-dire que c'est chaque territoire, et il faut d'abord définir un peu le périmètre et bâtir cette gouvernance avec les acteurs locaux dans les populations. C'est définir le périmètre et c'est finalement de travailler à la construction de ce récit à travers la stratégie locale. Et derrière, ça renvoie à la question d'association des parties prenantes. Et donc, c'est à ce niveau-là que ça se joue. Et donc, pour moi, il y aura autant de stratégies littorales avec leurs spécificités que de territoires. Allez, une dernière question. Merci, Anthony. Une dernière question pour Anthony. Alors, une dernière question sur les projets de recomposition spatiale. Dans quelle mesure dans quelle mesure vous travaillez, avec l'établissement public foncier? Est-ce qu'ils ont été sollicités? Alors, c'est une très bonne question. Alors, nous, l'étude qu'on fait, justement, et vous le regarderez, c'est que nous, on est en train de mener justement un benchmark sur les enjeux de recomposition spatiale ou aussi des poids de relocalisation ponctuelle. Parce qu'on pense que derrière, un projet de relocalisation ponctuelle peut amener derrière une philosophie, un peu un guide méthodologique pour avoir une approche un peu plus globale, même nous, si on développera cette approche globale. Après, nous, ce qu'on a fait, c'est au niveau de notre benchmark, et on le voit, c'est que finalement, à l'heure actuelle, il y a très peu d'exemples vraiment aboutis de recomposition spatiale. Et nous, c'est pour ça qu'un des exemples les plus aboutis que nous, on a intégré dans nos travaux en cours, cette étude n'est pas terminée, c'est les territoires ultramarins, parce que l'urgence est plus importante là-bas aujourd'hui, et donc ils ont dû accélérer ces enjeux-là. Simplement, l'EPF, on va travailler bien évidemment avec l'ensemble des acteurs, et d'ailleurs la loi climat résilience les place comme un acteur important, comme tel aussi le Conservatoire du littoral, sur les enjeux de régulation foncière qu'il faut avoir. Parce que l'idée derrière aussi, c'est comment on arrive à limiter les enjeux. C'est-à-dire, avant de les relocaliser, de les développer, la vraie question, c'est aussi comment on arrive à atténuer ou à limiter des enjeux supplémentaires sur ces territoires-là, par de la densification en arrière-pays, par d'autres démarches. Et nous, même si le dernier volet porte sur ces démarches un peu plus fines de la recomposition, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'approche
de l'adaptation des territoires littoraux, ce n'est pas que la recomposition spatiale. La recomposition spatiale est l'une des pistes d'action dans les cas, au niveau des stratégies d'adaptation. Le laisser-faire, les solutions fondées sur la nature, l'urbanisme accommodatif ou d'autres innovations sont aussi des méthodes pour travailler sur ces stratégies-là. Et il faut avoir aussi à l'esprit que tout n'est pas selon les territoires, parce que l'enjeu n'est pas de créer un risque ailleurs, tout n'est pas recomposable. Donc c'est vraiment, finalement, ce choix-là doit être fait au moment du portage de la stratégie, à partir d'un diagnostic et de scénario et de ce récit-là, de réfléchir à finalement c'est quoi les vulnérabilités, c'est quel territoire je souhaite à l'avenir, et c'est derrière qu'est-ce qu'on priorise, qu'est-ce qu'on défend, qu'est-ce qu'on rend à la nature dans cette approche un peu globale des choses. Eh bien, merci beaucoup, Anthony, et un merci aussi particulier là, pour le travail que tu as réalisé là, sur l'organisation de l'ensemble du webinaire. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie. Merci Anne-Sophie pour la série de questions et à vous pour les avoir posées. Deuxième contribution, hein, donc cette fois-ci de la région Hauts-de-France autour des enjeux, des méthodes et des clés de réussite. Vous l'évoquiez à l'instant, comment justement on passe de ces analyses, de cette compréhension justement des problématiques à l'action publique. Donc là, je vais céder la place à mes collègues de la région Hauts-de-France, Grégory et Loïc, probablement qui sont connectés. Donc, je vous cède la parole, chers collègues. Alors, bonjour à tous. Pour ce chantier littoral, ce ne sera pas Grégory ni Loïc. Donc, nous sommes venus à trois de l'équipe qui avons travaillé sur la démarche littorale. Donc Karen Malouagne, Benoît Guinamard, nous faisons tous les deux partie d'un service observation et prospective, et nous sommes accompagnés de Mathieu Audelan, qui fait partie d'une direction mer-port littoral. Voilà, donc on va se partager la parole tous les trois, et c'est Benoît qui commence. Je te laisse la parole, Benoît. Très bien, merci. Bonjour à tous. Mathieu, je ne te vois pas, mais voilà, parfait. Alors, si on se met sur une échelle de temps assez longue, il y a une chose qu'on peut constater, c'est que associer les vocables mer, littoral et puis le vocable région, ça ne va pas de soi spontanément en Hauts-de-France, et je dirais ça se complexifie avec comment dire, la recomposition qui a caractérisé les régions depuis quelques années. Alors, c'est intéressant de se préoccuper de cette question parce qu'en fait, on fait aussi le constat qu'on est entouré de régions et de pays qui, depuis assez longtemps, ont opéré une sorte on pourrait dire, d'intégration culturelle de la mer dans leur territoire, dans leur politique, dans leur développement. Alors, on a cependant quelques caractéristiques qui peuvent contribuer à faire ce rapprochement. Alors, on peut pas, voilà. Donc, la diapo que vous voyez montre un certain nombre de caractéristiques. Je crois que ce qu'on peut retenir de ça, c'est vraiment la notion de diversité de ce littoral. Vous entendez bien? Oui, par contre, chers collègues, éteignez les micros. Voilà, bon, je viens de le faire. Pardon, tu peux reprendre. Excuse-moi. Ok. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est notamment la diversité de ce littoral, diversité qui en soi est un atout, mais impose quand même de se poser une question. Comment on va aborder cette diversité? Comment on fera en sorte que ces questions littorales ne soient pas, je dirais, réservées aux habitants, aux acteurs et aux professionnels de la mer, mais soient vraiment appropriées par une partie beaucoup plus importante, voire même soit considéré comme, je dirais, un sujet régional. Donc ça, c'est vraiment un enjeu d'appropriation qui prend du temps, qui passe par de la sensibilisation, par du développement de la connaissance, etc. Une journée comme aujourd'hui, ça peut aussi, bien entendu, y contribuer. Alors, le Parlement de la mer, contribue aussi
à cette évolution. Alors, le Parlement de la mer des Hauts-de-France a été créé suite à une suggestion du Césaire, qui avait fait une étude qui s'appelait Ambition littorale. Donc, il a été installé en 2022 et il a très vite souhaité, pour pouvoir, je dirais, alimenter sa réflexion, disposer d'une vision un peu exploratoire qui permettrait je dirais, renforcer sa capacité d'anticipation. Et donc, le chantier a été, comment dire, confié à deux. Chers collègues, coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà, vas-y, tu peux. Donc le chantier a été confié donc à l'agence Hauts-de-France 2020-2040, qui n'est pas une agence, mais qui est le nom d'une direction de la région Hauts-de-France, et aussi à la direction de la mer, des ports et du littoral. Et donc nous sommes tous les trois un peu des représentants de ces comment dire, de ces directions. Alors, pour terminer, on pourrait dire que le fil rouge de cette démarche est le suivant, c'est quelle attractivité de l'évolution, quelle attractivité du littoral élargi à l'horizon 2020-2040. Alors, c'est intéressant de voir ce qu'on met derrière les mots, parce que attractivité, on pourrait les réduire, mais en fait, l'attractivité est autant économique, résidentielle que touristique dans un contexte littoral et marin. On se situe aussi dans un espace, en dimension spatiale, on se situe dans le littoral élargi, qui va à peu près jusqu'à 30-40 km vers l'intérieur des terres, ce qui permet de repérer les complémentarités entre frange littorale et arrière littorale. Qui dit complémentarité peut ensuite donner lieu à des réflexions sur les solidarités. Et ça, c'est quelque chose qui se développe. Par exemple, l'hiver 2023-2024, avec les inondations qu'on a eues dans toute la zone littorale de la région, a montré à quel point la notion de solidarité prenait de l'importance. Et puis, l'horizon 2040, c'est quelque chose qui n'est pas trop éloigné, c'est assez proche pour faciliter d'une part l'implication des acteurs et d'autre part repérer les leviers de politique publique. Alors, la démarche prospective, ça n'est pas de la prédiction, ça n'est pas de l'injonction, on est dans de l'exploratoire, on est dans de la vision partagée, on est dans de l'anticipation et dans l'aide à la décision. Voilà, je pense que c'est Karen qui prend le relais. Très bien, merci. Oui, tout à fait. Oui, je vais simplement, dans cette slide, revenir un petit peu sur cette démarche, hein, qui a duré 3 ans, et qui a été vraiment participative tout du long, hein. Comme Benoît l'a dit, on est dans un espace littoral élargi et d'abord, on n'était pas certain que tous les acteurs partageaient cette notion de littoral élargi. Donc ça, c'était une volonté très forte pour nous de les aider à se mettre dans une posture de compréhension de ce littoral élargi et puis également de nous faire part des problématiques qu'eux appréhendent pour leur territoire. Et on voulait s'assurer aussi que les ambitions qu'ils partageaient pour le littoral étaient vraiment partagées également entre eux. Donc, cette démarche, elle s'est structurée en 3 grandes étapes, hein: comprendre, explorer, restituer. Dans la partie de comprendre, hein, on a mis en place d'emblée une consultation pour nous aider justement à collecter les problématiques du territoire par les acteurs du territoire. Donc, on a eu une consultation que l'on a envoyée auprès de 900 participants, une première consultation, hein, avec une question très simple visant vraiment à repérer les problématiques. Et une deuxième consultation qui nous a permis de venir affiner l'ensemble des résultats avec un taux de réponse assez intéressant, hein. On a eu un envoi auprès de 900 structures, on a eu une centaine de répondants sur les 2 consultations et vraiment une matière riche à venir triturer, hein, avec plus de 500 propositions, hein, sur des problématiques repérées, etc. Donc tout ça, ça a vraiment constitué une base intéressante pour nous venir construire un diagnostic prospectif partagé. Et bien sûr, là, on a nos métiers qui rentrent en ligne de compte. À partir de cette matière, on est venu apporter de la donnée, de la cartographie, de l'analyse, de la documentation du benchmark. Et à l'issue de ce travail, on a pu proposer ce diagnostic prospectif partagé que l'on a présenté en séance plénière du Parlement de la mer. Et nous sommes entrés dans une deuxième phase d'exploration, donc où là, l'idée a été
de venir rencontrer ces acteurs des territoires et de réfléchir avec eux à des évolutions, on va dire, équilibrées, durables de leur territoire, et puis également d'élaborer avec eux des scénarios réalistes, souhaitables à l'horizon 2040, donc pour leur territoire. Et sur ces ateliers, on a eu plus de 80 participants avec une belle diversité de structures présentes, hein, donc des collectivités, des services de l'État, des consulaires, des universités, etc. Donc, ça a vraiment amené une dynamique collective et puis un réel partage de compétences et d'expertise, hein, sur voilà, des territoires qui sont restreints géographiquement, mais finalement, on se rend compte que tout le monde ne se connaît pas forcément et que chacun reste peut-être sur son périmètre d'intervention. En parallèle, on a également intégré la parole des jeunes dans cette démarche, hein. On a pu travailler avec différents établissements scolaires. Il nous semblait important d'injecter un petit peu cette parole des jeunes qui seront finalement les habitants, les actifs du territoire de demain. Et donc, on a effectivement 4 établissements qui nous ont accompagnés tout au long de la démarche. Et aujourd'hui, on est à la phase de restitution, hein. L'ensemble des productions ont été livrées. Et ce que j'ai pas dit, j'aurais pu dire aussi, on a complété ce travail aussi par toute une phase d'audition auprès de structures et d'experts qui nous ont vraiment permis d'affiner le travail. Alors, en termes de livrables, si tu veux bien passer à la slide suivante, Mathieu, merci. Alors, je vais rester vraiment une seconde sur cette slide, hein, simplement pour vous dire qu'on n'a pas seulement livré un support final, on a plutôt multiplié les supports pour venir finalement multiplier les possibilités d'accès à une information rapide. Voilà, donc on a à la fois un document de synthèse, hein, qui vient redonner un petit peu les grands enseignements de ce chantier, mais on va également trouver des fiches thématiques un peu plus complètes. On va trouver du diagnostic, par exemple sur une thématique économie ou adaptation ou démographie, avec également des éléments qui nous emmènent un petit peu vers 2040 avec des inflexions identifiées, des ruptures, etc. On a tout un volet cartographie qui est assez bien détaillé aussi et qui amène également des informations qui peuvent être utiles. Et puis, nous avons également pu livrer tout au long de la démarche, hein, des lettres d'information qui permettaient de venir faire un focus sur une thématique en particulier, sur un dossier en particulier. On a pu aussi faire intervenir, par exemple, des universitaires, hein, qui avaient travaillé sur un dossier ou sur un autre. Et donc, ces lettres d'information nous ont permis, hein, de garder le contact avec les acteurs du littoral élargi pendant ces 3 ans. Et puis, un livrable assez intéressant aussi, qui vise plutôt aussi à toucher le grand public, hein, et ne pas seulement toucher le public des acteurs voilà, de professionnels que nous sommes. Nous avons eu la chance de travailler avec une association qui gère un festival de bande dessinée sur Amiens, et donc nous avons pu être accompagnés par des scénaristes qui nous ont accompagnés sur les ateliers prospectifs que nous avons menés dans les territoires, et eux ont pu livrer aussi des récifictions sous la forme de 4 bandes dessinées qui permettent vraiment d'aller toucher un public jeune, et où on espère voilà, pouvoir diffuser quelques petites informations, notamment sur voilà, la sensibilisation au changement climatique ou ce genre de sujet. Alors, l'ensemble de ces productions, hein, est disponible sur le site internet de l'Agence Hauts-de-France, mais je pense que vous aurez l'information dans le chat. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de rentrer, de vous livrer l'intégralité des messages de ce chantier, hein, qui est assez considérable, puisqu'on n'a pas seulement touché la question d'adaptation au changement climatique, hein. On est vraiment venu à travailler le volet démographie, économie, etc. Vous avez dans cette slide, de notre point de vue, les messages clés qui nous semblent importants de livrer quand on veut élaborer de la politique publique. Alors, on va les préciser dans la dernière partie de cette présentation. Mais vous avez sur la gauche du graphique, vraiment de notre point de vue, les enjeux qu'il est vraiment incontournable d'intégrer. Et pour le littoral élargi, c'est 4 grandes transitions. D'abord, d'ici 2040, des tendances démographiques lourdes sur lesquelles je vais revenir après, avec un vieillissement assez marqué, un recul de la population aussi, hein, ce qui est chose assez rare sur un littoral français. Des enjeux en matière de transformation
économique du territoire, dans un territoire des Hauts-de-France qui enregistre des opportunités, par exemple avec la vallée de la Batterie, mais qui doit aussi conforter son économie et la moderniser et la décarboner. Nous avons une troisième transition qui concerne plutôt l'adaptation des politiques d'aménagement et la préservation des ressources naturelles de ce territoire face au changement climatique. Et puis, une autre transition qui concerne les questions d'attractivité à concilier avec la qualité de vie des territoires. Dans le centre, vous avez plutôt les enjeux transversaux, on va y revenir également après, travailler sur les questions de bien-être territorial, travailler les questions de culture de la responsabilité et puis travailler aussi le renforcement des liens entre ces territoires, du littoral élargi, en amenant les acteurs à repenser des questions de mobilité, de connexion portuaire et fluviale, etc. Et donc tout ça nous amène à différentes propositions en matière de gouvernance, en instillant également peut-être d'autres formes d'action et de conduite des politiques publiques. Et pour ce faire, on s'est aussi entouré d'universitaires qui avaient des idées là-dessus et nous avons pu développer des concepts comme des nouvelles coopérations à initier, de nouvelles solidarités à proposer ou venir re-questionner aussi les outils de démocratie participative pour mieux embarquer les acteurs et les habitants des territoires littoraux. Alors, je vais aller... Karen, il faut aller vers la conclusion. Et ensuite, on va ouvrir la série de questions et peut-être que Benoît pourra aussi intervenir dans ce cadre-là. Alors, je vais peut-être passer la parole du coup à Mathieu Delan, puisque je pense qu'on n'aura pas le temps de venir décliner l'ensemble de ces enjeux. Mais s'il faut faire un choix, je pense qu'on peut, dans le thème de ce webinaire, plutôt axer notre propos autour de l'adaptation au changement climatique. Mathieu, ça te convient? Oui, effectivement, oui. Et puis après, vous pourrez revenir sur certains points là, pendant la dizaine de minutes d'échange avec les participants. Vas-y, oui, Mathieu. Oui. Alors, le constat a été fait effectivement que le territoire des Hauts-de-France est assez largement exposé à des aléas et des pressions importantes, donc tous les impacts du changement climatique. La très forte densité d'activités et d'usages, aussi bien sur la partie terrestre que maritime, renforce aussi la vulnérabilité et la fragilité de ce territoire-là, avec des enjeux particuliers de gestion des ressources naturelles, notamment la ressource en eau qui doit faire l'objet d'un partage et d'une bonne gestion aussi bien sur la qualité que sur la quantité. Et puis, la nécessité effectivement de restaurer des milieux naturels qui fournissent des services écosystémiques majeurs pour la société et du coup qui doivent aussi faire l'objet de ces opérations de restauration. Ça soulève les questions de gouvernance, de prise en charge collective et partagée des enjeux, et puis également de fourniture et de mise à disposition des différents moyens à la fois opérationnels et financiers. Voilà en ce qui concerne les enjeux spécifiques à l'adaptation au changement climatique. Je passe rapidement sur les messages transversaux. D'une manière générale, les enseignements qui ont été sortis de la démarche, c'est effectivement des questions sur la conduite des politiques publiques, quelles échelles de gouvernance pour ces différents enjeux, notamment la question de l'eau ou des risques. Est-ce que c'est bien l'échelle des intercommunalités qui est la bonne pour gérer ces risques-là? Est-ce que des mutualisations doivent être engagées, notamment dans un contexte où la ressource publique est rare, donc il faut effectivement coordonner et mutualiser ce qui peut l'être. La question de la péréquation et de la solidarité sur les points spécifiques qui concernent les collectivités du littoral. Vous savez qu'on a des contraintes particulières qui concernent la gestion du trait de côte, qui peuvent concerner ici le sujet des pics de fréquentation saisonniers qui impliquent pour les collectivités du littoral des surdimensionnements d'équipements en termes de stationnement, de stations d'épuration, etc. Est-ce que pour faire face à ces spécificités, des mécanismes de péréquation, de solidarité nationale pourraient être mobilisés? Et puis, c'est le sujet effectivement de l'adhésion des populations, une bonne compréhension des enjeux pour favoriser une adhésion des populations aux transitions qui doivent être engagées. Et puis, on a un sujet spécifique sur le littoral de France, c'est effectivement la question des flux migratoires. Le littoral est particulièrement touché. Et du coup, ça soulève la question des besoins, des attentes ou des inquiétudes des acteurs du littoral. On s'est approché d'universitaires pour réfléchir et approfondir certaines de ces questions. Et les travaux qui sont en cours nous ont permis d'avoir un certain nombre de pistes pour
justement la gestion des politiques publiques qui sont liées à tous ces travaux-là. Ces travaux-là vont faire l'objet d'une publication prochaine dans le livrable Repères Hauts-de-France qui doit être publié dans les prochaines semaines. Et puis on arrive à la fin effectivement de la démarche. Après un certain nombre de restitutions qui étaient engagées en 2025, l'étape maintenant, c'est de faciliter l'appropriation des travaux par l'ensemble des acteurs de façon à passer à l'opérationnel. Et pas plus tard que demain, nous avons une réunion assez large au siège de Région Hauts-de-France à Lille pour faire une restitution des travaux à l'ensemble des personnes qui ont participé au chantier et puis favoriser un passage à l'action après le récit. Maintenant, imaginez une mise en œuvre un peu opérationnelle de ces travaux. Alors justement, je crois qu'il y a des questions sur cet angle-là. Anne-Sophie, je te laisse prendre la main sur le fil de la conversation. Oui, alors il y a pas mal de questions sur les publics sollicités pour réaliser le diagnostic. Est-ce que des sociologues ont été sollicités dans cette démarche? Et des questions aussi sur l'implication des élus régionaux. Alors, parmi les publics qui ont été consultés, on a engagé une très large consultation, comme l'a indiqué Karen dans sa présentation, notamment auprès des membres du Parlement de la Mer, donc une assemblée très diverse avec des acteurs des collectivités locales, des établissements publics de l'État, des acteurs scientifiques, universitaires, socio-économiques et associatifs. Donc, on a vraiment un panel qui est tout à fait large et avec une implication également de la communauté de l'éducation nationale avec les travaux menés avec les établissements scolaires. On s'est appuyé également sur les listes de contacts qu'on avait, qui ont été acquis lors des travaux précédents du chantier de prospective que la région avait piloté sur des thématiques différentes de l'industrie et du devenir des centres-villes, pour avoir vraiment un ensemble de partenaires et d'acteurs qui étaient à même de contribuer. Et les agences de développement des territoires ont joué un rôle tout à fait majeur dans la réflexion. Merci. Sur les nouvelles coopérations interterritoriales, voilà, on vous questionne là-dessus. Faut-il aller vers un inter-SCOT du littoral des Hauts-de-France? Karen, est-ce que tu as des éléments de réponse sur ce point, peut-être? Alors, justement, on va le tester lors de la restitution du chantier demain auprès des acteurs. Effectivement, on pense qu'il y a des coopérations qui pourraient se mettre en œuvre. Après, ça se travaille. Et justement, demain, on va proposer différents récits prospectifs. Et l'idée, c'est que les gens puissent échanger sur ces propositions et se situer par rapport à ces coopérations. Je ne sais pas si tu veux compléter, Benoît. Non, je crois qu'on aura effectivement des éclaircissements demain sur ce que souhaiteraient les participants. Merci. Sur le mode opératoire en interne, combien d'agents ont été mobilisés pour l'animation, la mise en œuvre? Et est-ce que vous avez travaillé en transversalité entre les différentes, avec d'autres directions? Alors, il y a eu une équipe projet qui a été constituée d'une douzaine d'agents, majoritairement issus de l'agence Hauts-de-France 2040 et de la direction mer-port-littoral. Donc ça, c'était vraiment pour piloter le travail au quotidien sur le sujet. Et puis, selon les thématiques, on s'est rapproché des directions opérationnelles partenaires, notamment dans le cadre d'un groupe de travail interne à la région consacré aux questions littorales et maritimes, qui est animé donc par la direction mer-port-littoral et qui permet d'associer des collègues de l'Action Éco, de la recherche, de la biodiversité, tous ceux qui sont amenés à contribuer, à travailler sur des thématiques qui ressortent dans le cadre de ce chantier. Merci. Il y a une dernière question qui concerne la solidarité territoriale évoquée en introduction. Suite aux inondations importantes, est-ce qu'elle s'est traduite dans les engagements entre territoires littoraux et rétro-littoraux? Je crois qu'on n'en est pas encore là.
La question s'est peut-être plus posée dans les réponses qui pourraient être apportées dans un fonctionnement plus, je sais pas comment dire, plus vertical. Il a été beaucoup question de ces questions-là dans des interpellations auprès de l'État, notamment. Oui, je sais pas si... peut-être pour compléter, l'État s'est vraiment saisi de la question et le préfet de région pousse pour la constitution d'établissements publics territoriaux de bassin pour fédérer les syndicats porteurs de SAGE qui sont chacun opérateurs sur leur bassin versant, de façon à avoir une coopération un peu consolidée sur la gestion des inondations, la prévention des inondations, de façon coordonnée entre les secteurs en amont et en aval. C'est une configuration du littoral qui est particulière, avec des plaines maritimes sur plusieurs secteurs, et notamment celle des Flandres, avec une gestion de réseau de fossés et de voies d'eau pour l'évacuation des crues sur un secteur de polders. Donc voilà, ça mobilise beaucoup d'acteurs, associations de drainage, syndicats des wateringues, etc., qui sont tous concernés par cette logique-là. Ça se fait dans le cadre des SAGE et du SDAGE lui-même. Mais voilà, la volonté, c'est d'aller plus loin en créant ces EPTB pour consolider cette gouvernance partagée. Eh bien, merci beaucoup. Vous vouliez dire un dernier mot, Karen ? Oui, je me rends compte qu'on n'a pas répondu à la question des sociologues qui était posée dans le chat. Donc, alors, on n'a pas travaillé avec de sociologues, mais ça aurait pu. On s'est vraiment entouré de beaucoup d'universitaires qui nous ont aidé à développer un certain nombre de concepts, notamment sur la gouvernance, et pas forcément que des universitaires de notre région. Donc, effectivement, si vous pensez à des ressources en particulier ou des travaux de recherche en particulier, on est évidemment preneur. Et puis, j'en profite pour répondre aussi à une question que j'ai vue passer sur le chat concernant la mobilisation des élus dans nos travaux. Donc, effectivement, on a mis en place un certain nombre d'ateliers prospectifs dans les territoires. Alors, on s'est assuré d'être présent dans toutes les zones du littoral élargi qui fait 210 km de côte, et ce sont des territoires qui ont aussi des spécificités un peu différentes. Donc, c'était important pour nous de se rendre un petit peu partout pour vraiment mobiliser la parole de tous. Et bien sûr, les élus de la mairie aux comités de communes ont été invités à participer à ces chantiers. Nous en avons eu un certain nombre. Voilà, donc on était vraiment dans une démarche un peu hybride, techniciens élus, et je dois dire que ça a plutôt bien marché en termes d'échange et d'écoute. Très bien. Karen, Mathieu, Benoît, merci beaucoup. C'était très clair, Merci très à vous. concret. Donc, on a effectivement une belle présentation de la méthode. Maintenant, on va aussi passer à une illustration très concrète avec la région Occitanie, qui va nous présenter son plan d'adaptation du littoral en Occitanie. Donc, je cède la place aux collègues qui vont réaliser cette présentation. Est-ce que Merci beaucoup. vous Ouais. êtes là? C'est Alexandre Richard. Alexandre, vas-y. Alexandre Vous Richard, je te m'entendez? laisse te présenter. On t'entend très bien. D'accord, très bien. Alexandre Richard, chargé de mission littorale à la région Occitanie, et donc j'ai été chargé là du pilotage de la mise en place du plan d'adaptation, voilà, dont je vais vous parler en termes de retour d'expérience ces dernières années pour le compte du plan littoral 21. Donc je vais partager la présentation. Trompe pas. Est-ce que vous la voyez? Oui, on voit bien, mais si tu peux élargir, ça serait, enfin, tu peux mettre en mode écran, mais on voit bien quand même, hein, Ok. Ouais. Non, mais vas-y, c'est bien comme ça, t'inquiète Allez, pas, j'y vais. on voit Ouais. bien. Ouais. Ok. Alors, c'est bon. Donc, le plan d'adaptation au changement climatique du littoral d'Occitanie, voilà, c'est un outil stratégique, opérationnel,
qu'on a mis en place pour anticiper, accompagner la transformation des territoires côtiers. Donc, on a déjà bien détaillé des éléments de méthode et les enjeux. Donc, je vais passer vite sur les premières diapos. Le littoral d'Occitanie, il est particulièrement vulnérable. C'est 220 km de côte, donc 85 de côte sableuse, 85%. Il est très sensible à l'érosion et une bonne partie, la moitié, est déjà en recul par rapport au recul du trait de côte. C'est 1 million de personnes aujourd'hui qui sont exposées au risque de submersion et d'inondation sur ce littoral-là. Et bien sûr, on l'a vu, des phénomènes qui vont s'intensifier avec les effets du changement climatique. Donc, voilà, c'est les travaux, la mise en place du plan d'adaptation changement climatique. Elle est issue d'un constat partagé qui a été fait, c'est que la manière dont on a fonctionné pendant très longtemps sur le littoral, elle n'offrait pas de perspective à long terme par rapport à l'aménagement, par rapport à l'adaptation. Donc en fait, c'est vrai que pendant une quinzaine d'années, il y a eu beaucoup de chantiers d'atténuation de la vulnérabilité, de gestion des risques littoraux, de la fréquentation, qui ont permis de traiter des secteurs assez localisés et par rapport à des situations d'urgence. Voilà, avec des grandes opérations de travaux que vous connaissez peut-être et qui s'affichent à l'écran. Donc en fait, ces projets-là, inscrits au contrat de plan État-région entre 2007 et 2020, c'est 160 millions d'euros d'opérations. Et toutes ces opérations-là, finalement, ont permis de gérer le problème à court terme. Et du coup, ce constat, il est aussi lié à la prise en compte progressive de plus en plus importante des effets du changement climatique. Le Conservatoire du littoral et le ID Méditerranée ont travaillé sur des perceptions visuelles des photographies du littoral de demain et aussi à plus long terme. Sur ce chantier, comme je parlais de situation d'urgence sur Frontignan, donc, qui a coûté 8 millions d'euros, le Conservatoire du littoral et le ID Méditerranée se projettent à 2050. Voilà l'état un petit peu de ce cordon de galets qui a été constitué. Si on se projette encore plus loin sur un lido comme celui de Villeneuve-les-Maglones au droit de la cathédrale, et une projection à 2150 de ce même travail qui a été fait, on voit bien qu'on est sur un secteur qui sera de plus en plus vulnérable, avec des lidos qui vont être amenés à disparaître ou à rouler sur eux-mêmes pour des évolutions progressives du littoral. Donc en fait, tous ces constats et tous ces chantiers de court terme, c'est un peu la base de la mise en place de ce plan d'adaptation, dont l'objectif, c'est de savoir comment on va passer de cette protection, de cette lutte, comme on l'utilisait avant dans le vocabulaire à court terme, à cette adaptation justement à moyen long terme des politiques d'aménagement avec l'intégration des politiques de recomposition spatiale. Aider les collectivités à s'approprier la recomposition spatiale, c'est aussi, et on l'a vu sur les exemples précédents, savoir comment on va passer de cette gestion du trait de côte à de l'aménagement du territoire en lien justement avec les schémas de cohérence territoriale. C'était d'ailleurs un de nos principes, un des prédicats de départ avant qu'on engage la co-construction du plan d'adaptation, de se dire que les stratégies littorales qui allaient émerger, ça pourrait correspondre à des volets littoraux de SCOT. Donc le cadre par rapport à la mise en œuvre de cette recomposition spatiale, c'est des éléments qui sont venus s'intégrer au fur et à mesure du dispositif. Certains existaient déjà avant la mise en place du plan d'adaptation et d'autres ont été intégrés progressivement aux réflexions. Le plan national d'adaptation au changement climatique, les évolutions de la stratégie nationale de gestion du trait de côte, la loi climat et résilience, et pour la région Occitanie, donc le schéma régional d'aménagement, développement durable, donc le STRADET, avec un objectif spécifique lié à la résilience du littoral et à la prise en compte de l'érosion du trait de côte. Donc les règles du STRADET qui concernent plus précisément l'adaptation, c'est en lien avec les aléas, de bien intégrer l'impact des phénomènes naturels existants et à venir dans les documents de planification. À la clinique plein soleil à 14h. Je vais y aller. D'accord. Attention les micros, s'il vous plaît. Je viendrai, ouais. C'est aussi des objectifs de gestion intégrée du littoral, donc de prévoir la planification à travers des stratégies littorales, et c'est aussi d'engager la recomposition spatiale. Ces règles, aujourd'hui, vont s'améliorer et l'objectif à terme, c'est d'avoir un volet littoral du STRADET plus prescriptif au regard du déploiement de stratégies locales littorales.
Donc justement, le plan d'adaptation au changement climatique, son objectif principal, c'est d'aider les territoires à mettre en place des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. C'est pour ça qu'il a été conçu pour définir des orientations stratégiques régionales, pour identifier des mesures d'accompagnement et pour proposer un plan de financement. Donc, il a été présenté aux élus du littoral d'Occitanie en octobre 2023. Il a été voté à l'Assemblée plénière de la région en juillet 2024. La porte d'entrée par rapport aux compétences GEMAPI aménagement du territoire de la co-construction, c'était les collectivités, notamment à l'échelle EPCI. Et c'était de se baser sur l'identité des unités sédimentaires du littoral. Donc, vous voyez le nombre de collectivités qui sont concernées ou d'établissements publics qui sont concernés très directement par cette mise en place et qui ont été largement consultés. Et également, au-delà de ça, tous les parties prenantes en fait, du littoral, que ce soit les acteurs socio-économiques, citoyens, experts, ont tous pu être consultés au fil de la concertation et de la mise en place d'une gouvernance spécifique. De nombreux ateliers thématiques, donc je ne rentre pas dans le détail, mais ce que vous voyez, c'est le nombre d'ateliers avec des chiffres en rouge qu'on a pu mener sur 2-3 ans en fait, pour définir ce plan d'adaptation. Et je vais vous parler des principaux enseignements de cette co-construction avec les temps d'échange spécifiques destinés aux élus du littoral. C'est les séminaires que vous pouvez voir en orange foncé. Donc, de manière annuelle, des comptes rendus aux élus du littoral par rapport à tous les travaux entrepris avec les groupes d'acteurs dont j'ai parlé. Le premier enseignement, c'est qu'il a fallu définir la recomposition spatiale avec ces mots-clés qui sont réduire la vulnérabilité, renforcer la résilience, dépasser la relocalisation, mettre en place une approche intégrée, progressive, adaptative et une gouvernance collaborative. C'était important de partager une définition de la recomposition spatiale, qu'elle soit co-construite avec ces acteurs de territoire, puisque c'est eux qui vont la mettre en pratique. Et derrière, ça a permis de travailler sur un guide méthodologique dont je vais vous parler également, sur la base de cette définition-là. Le deuxième enseignement, ça a été de définir les périmètres de la recomposition spatiale et à quelle échelle on souhaitait engager la mise en place de stratégies locales. Sur la partie gestion du trait de côte, qui est la porte d'entrée principale, bien sûr, la réflexion s'est basée avant tout sur l'identification des unités sédimentaires. Ensuite, pour le lien avec les schémas de cohérence territoriaux ou avec l'aménagement du littoral, c'est bien ces périmètres de SCOT qui ont été identifiés. C'est à la croisée un petit peu de ces éléments-là et en tenant compte des formes de gouvernance locale déjà en place, puisqu'il y avait déjà des structurations de gouvernance qui existaient, qu'on a pu identifier 6 territoires de projet pour que les stratégies locales puissent se déployer. Et donc, on a travaillé également sur la gouvernance qu'il fallait mettre en place. Il y a eu des ateliers spécifiques là-dessus avec plusieurs formes de gouvernance proposées au territoire. Sans rentrer dans le détail de toutes ces formes de gouvernance et archétypes de gouvernance qu'on a proposés, voilà la gouvernance qui est ressortie un petit peu de cette co-construction. C'est celle qui est en place aujourd'hui et c'est à cette échelle-là qu'émergent des comités de pilotage qui vont porter justement ces stratégies locales. Donc, le cœur du dispositif, ce sont 6 comités de pilotage locaux, c'est les bulles bleues que vous voyez, qui correspondent aux 6 territoires de projet. Un comité de pilotage, un comité de technique qui prend forme à cette échelle-là. On pousse aussi pour la création d'un observatoire local dédié à la stratégie comme outil d'aide à la décision. Et les partenaires du plan Littoral 21 et d'autres organismes de référence à l'échelle régionale s'organisent, eux, en comité régional de coordination par rapport à l'animation de ce dispositif, à la gestion des cofinancements et à la mise à disposition d'expertise. J'attire aussi votre attention, bien sûr, là, sur ce qu'on a appelé un collectif d'appui, c'est que chacune de ces stratégies-là peut intégrer de manière précise ou non, en fonction de la volonté des élus qui pilotent ces stratégies, un collectif d'appui avec citoyens, usagers, chambres consulaires, fédérations professionnelles, associations. C'est des choses qui peuvent se mettre en place progressivement. Donc ça, c'est une gouvernance qui aujourd'hui est effective. L'autre enseignement, c'est aussi qu'on a pu mettre en place un guide pour réaliser les stratégies locales sur la base des attentes de territoire. On a travaillé sur la typologie d'action, donc qui est très spécifique finalement au littoral d'Occitanie, avec 3 grandes catégories d'actions. Ces stratégies-là permettent de mettre en place des actions pérennes qui sont pertinentes aujourd'hui, qui le seront encore à moyen et à long terme, notamment liées à la sensibilisation, au suivi ou à la mise en place de solutions fondées sur la nature,
Des actions dites préalables ou transitoires, c'est celles qui seront plutôt intéressantes à mettre en place à court terme et qui, au fil du temps, en lien avec l'atténuation de la vulnérabilité, seront peut-être moins importantes et moins impactantes sur les planifications. C'est là qu'on va retrouver les méthodes classiques issues des stratégies nationales, forcément comme les méthodes douces, la gestion de la fréquentation, les rechargements de plage ou également la relocalisation à l'échelle d'une parcelle. Et des actions plus structurantes qu'on a identifiées, actions structurelles de réaménagement, en lien avec la mise en œuvre progressive de la recomposition spatiale, repenser la ville, adapter l'offre touristique, relocaliser certains enjeux. Donc l'objectif de ces stratégies locales, maintenant, c'est de définir ces itinéraires d'adaptation, où on retrouve envers l'atténuation de la vulnérabilité qui est plus présente à court terme, et la recomposition spatiale qui prend le dessus, avec des actions en jaune à plus long terme. Je passe un peu rapidement, mais on pourra revenir, si vous voulez, dans les échanges sur cette méthode de travail. L'objectif le plus important de ces travaux-là, c'est aussi de travailler sur la mise en place d'un projet de territoire résilient avec ce cap à atteindre et à se fixer à moyen et long terme. Donc ça, c'est aussi très important d'identifier qu'il s'agit d'élargir un petit peu les réflexions habituelles de la prospective pour construire ce futur positif à long terme, de se fixer ce cap-là. Donc, on l'a dit tout à l'heure, mais ça passe par la création de récits positifs, collectifs. Et le défi, c'est bien de transformer la recomposition spatiale, puisqu'elle est souvent perçue comme une contrainte liée aux risques littoraux, en opportunité d'aménagement qui va ouvrir un petit peu le champ des possibles. On l'a vu avec les différents types d'actions qui sont concernés par les stratégies locales. Donc, de manière classique, on a proposé aussi un guide pour la réalisation de ces stratégies qui est en train d'être déployé sur les différents territoires que vous avez vus. Mise en place d'un diagnostic, définition de ce projet de territoire résilient qui est l'exercice un petit peu prospectif de travail et qui va au-delà sur cette histoire de récit positif, l'élaboration de différents scénarios d'adaptation, un plan d'action à court terme et des orientations à moyen terme qui pourront être modulées au fil du temps grâce à une concertation qui se pérennise. Je passe rapidement, mais les documents de référence que vous pourrez trouver en ligne et qui expliquent un petit peu cette méthode, c'est le plan d'adaptation de l'Occitanie, le guide pour l'élaboration des stratégies locales qu'on a déployé sur les territoires, qu'on est en train de déployer, et un guide qui s'appelle Agir autrement, qui permet de bien prendre en compte la construction de trajectoires d'adaptation sur les territoires littoraux, qui a été réalisé suite à un projet mené par la Fondation de France. Projet Trajectoire. Les grandes orientations stratégiques co-construites du PACLO, voilà, donc c'est développer culture du risque, l'adaptation, approche intégrée, mise en œuvre d'une approche progressive à moyen long terme, on l'a vu avec la méthode juste avant, cette gestion un petit peu adaptative et la possibilité d'expérimenter assez rapidement la recomposition spatiale. Une approche élargie, on l'a évoqué tout à l'heure aussi avec les solidarités territoriales, le suivi et le pilotage avec les observatoires et la gouvernance, et la stratégie foncière pour mieux planifier l'urbanisation en fonction de ces différents horizons temporels. C'est tout ce qui est intégré à ce PACLO. En termes d'offres d'accompagnement, maintenant, très concrètement pour les territoires, elle se fait à 2 échelles pour que ces stratégies locales se déploient de la meilleure manière. On a identifié des actions qui sont menées directement par les partenaires du plan Littoral 21 ou les partenaires de ce comité régional de coordination. C'est en lien avec l'animation, la création d'une communauté de pratique qui se matérialise essentiellement avec la mise en place de séminaires organisés à cette échelle-là, directement à l'échelle régionale. La mise en œuvre d'un outil, d'une plateforme, en fait, d'un observatoire régional sur le littoral, qui est en cours de création. Le lancement d'études stratégiques régionales, une étude de vulnérabilité portée par le plan Littoral 21, et des études complémentaires menées par les partenaires du PL21, donc l'établissement public foncier, le CEREMA, le Conservatoire du littoral. Un appui méthodologique au territoire, avec ce qu'on a vu, le guide pour mieux définir les trajectoires d'adaptation, l'appui pour identifier les modes de gestion et la conduite d'action pour bien identifier en fait les démarches de participation citoyenne. C'est le seul focus que je ferai par rapport à, mais on pourra reparler des autres actions régionales pour avancer vite sur la présentation. Pour que les politiques d'adaptation soient bien acceptées, il faut forcément l'adhésion des populations. Ça passe par cette consultation ouverte et continue. Et on pousse très fortement pour que ce soit intégré dans les stratégies locales. Et donc, on déploie des tests et des outils
à l'échelle régionale, que ce soit directement lié aux partenaires du plan Littoral 21 ou à des acteurs avec lesquels on peut travailler. Donc, vous voyez des exemples à l'écran. Forcément, cette concertation, elle doit débuter le plus tôt possible et se poursuivre dans le temps. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer cette intelligence collective à l'échelle du territoire. Et c'est aussi l'objectif de la communauté de pratique qu'on a mis en place. Donc, je passe sur ces exemples-là. Si un d'entre eux vous intéresse, on pourra y revenir. À l'échelle locale, la mise en œuvre des stratégies locales. On va aller vers la conclusion, Alexandre, si c'est ouais, possible. bien. Et comme ça permettra d'aller sur les questions. D'accord. Donc, à l'échelle locale, la mise en œuvre de ces... Bon, un peu plus, mais on va faire ça en 2 diapos. L'ingénierie, en fait, de projet qui est proposée, les partenaires du plan Littoral 21 proposent de pouvoir recruter des chefs de projet pour animer et porter ces stratégies-là grâce au cofinancement de la Banque des Territoires. C'est un accompagnement sur la mise en place des études liées au guide de stratégie locale, un accompagnement sur la création d'observatoires locaux en lien avec ces stratégies, et bien sûr l'expérimentation de la recomposition spatiale et les différents travaux qu'on peut imaginer en termes de réduction de la vulnérabilité et de recomposition spatiale. Donc ça, c'est une typologie d'expérimentation de travaux qui est possible de mettre en œuvre avec tous les panels de solutions qu'on peut imaginer à court terme ou dans l'expérimentation de la recomposition spatiale. Les grands principes de financement, et c'est intéressant aussi d'avoir proposé au territoire une offre d'accompagnement financier sur le volet court terme. On parlait de la difficulté d'imaginer un outil financier plus global, même à l'échelle nationale, pour les années à venir et pour la recomposition spatiale. Là, on est sur une offre qui mixe donc les crédits de la Banque des Territoires, les fonds FEDER, le fonds vert et des crédits spécifiques du plan Littoral 21 de l'État et de la région. Des conditions d'éligibilité qui sont liées à tout ce qu'on a pu voir, les orientations stratégiques du plan d'adaptation et le guide de stratégie locale. Et juste pour finir, un état d'avancement un petit peu à l'heure actuelle de la mise en place de ces stratégies locales. Chaque territoire avance à son rythme, on essaye de les accompagner au mieux et on peut voir que sur les grands aspects de mise en place de ces stratégies, gouvernance, observatoire, diagnostic, c'est quand même des choses qui sont bien engagées sur plusieurs de ces territoires-là et que certains d'entre eux en fait, ont déjà pu bénéficier de la mise en place d'un chef de projet cofinancé par le plan Littoral 21. D'autres vont être prochainement recrutés. Une chef de projet également a été recrutée pour la mise en place de ce dispositif à l'échelle régionale pour animer cette démarche pour le plan Littoral 21. Donc voilà un petit peu l'été d'avancement. C'est un plan d'adaptation qui s'est mis en place sur 3 ans et qui est en train de concrètement se déployer sur le territoire. La mise en place des stratégies est en cours et des expérimentations de recomposition spatiale vont voir le jour dans le cadre de ces stratégies-là. Je m'arrête là. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. C'était très clair et très, très intéressant. On va pouvoir passer à la série de questions. Anne-Sophie. Oui, il y a une question qui concerne les actions qui auraient été intégrées au CPER. Est-ce que des actions ont été intégrées au CPER? Toutes ces actions, en fait, sont fléchées dans le cadre des contrats de plan État-région. On est dans la continuité des contrats de plan État-région précédents. Il y a en Occitanie un volet littoral, en fait, au contrat de plan État-région. Et justement, l'objectif de ces stratégies locales, c'est de permettre aux partenaires que sont l'État et la région d'identifier toutes les actions qui sont fléchées dans ce CPER-là. Donc oui, c'est complètement intégré au contrat de plan État-région. D'accord. Alors, on a eu plusieurs questions depuis le début de ce séminaire, donc on va y répondre oralement. C'est est-ce que les présentations seront diffusées à l'issue de ce séminaire? Pour ma part, oui. Je sais, enfin, si vous le souhaitez, en tout cas. Alors, en tout cas, donc ça concerne effectivement votre présentation, M. Richard, mais je ne sais pas si, voilà, on peut répondre. Pour les autres, Anthony, ta présentation pourra être diffusée? Ah oui, ok, très bien, merci. Et les collègues Karen, Mathieu, Benoît, pourra diffuser? Sans problème. Très bien, bon voilà, comme Bon, ça. et voilà, on a la réponse, donc tous les documents seront diffusés à l'issue du webinaire. Donc, les questions, existe-t-il une dynamique ou des perspectives interscot? Alors, la question, elle a déjà été posée tout à l'heure, du coup. Ouais. Par rapport à ce qui se fait en Occitanie, alors oui, les SCOT, de toute façon, il y a les réunions d'interscot qui leur permettent d'échanger là-dessus. Comme vous le voyez, nous, on a mis en place une gouvernance qui est spécifique à la recomposition spatiale.
Et en fait, chaque territoire a ses spécificités. Des fois, ça concerne une PCI, des fois, c'est des groupements de PCI. C'est plutôt basé sur la logique territoriale que sur des découpages administratifs. Donc, des fois, ça va correspondre à un seul SCOT et des fois, ça va correspondre aussi à plusieurs SCOT. C'est d'ailleurs intéressant, il y a une des stratégies dont le porteur, c'est un syndicat de SCOT, en fait, donc directement. Ensuite, sur d'autres territoires, il y a des réflexions qui vont se faire justement pour que ce soit mieux traité d'un point de vue interscot. Là, ça va être une des briques du diagnostic de leur stratégie locale que de travailler sur cette question-là. Donc, ça va se mettre en place progressivement, ouais. Ok. On vous demande si vous pouvez détailler plus concrètement comment les aménagements d'adaptation court terme réalisés ont finalement motivé une démarche d'adaptation long terme. Quels acteurs se sont appropriés les insuffisances des aménagements de court terme et ont poussé à l'engagement de la réflexion prospective d'adaptation? Ouais, c'est une grande question, ça. Il faut une Tu as heure pour 3 répondre heures. à ça. Tu as 3 heures. Ouais, c'est clair. Il nous reste Non, encore non, 10 si je minutes sur les questions, là. On est à peu Ouais, près bien. ouais. Non, si je comprends bien la question, c'est aussi par rapport au retour d'expérience qu'on a sur les chantiers d'atténuation de vulnérabilité. Il y en a qui ont permis d'engager, en fait, qui ont été porteurs, qui font aussi effet boule de neige et qui correspondent à des territoires qui ont déjà fait ces actions-là et qui, du coup, sont un petit peu modèles ou moteurs pour d'autres territoires. Les opérations, on va dire, qui sont vraiment souvent mis en avant, qui sont vertueuses, c'est les travaux de renaturation, de destruction aussi d'une route départementale qui ont pu être faits sur les plages du Petit et du Grand Travers. Ça va être aussi les opérations de recul de la route du Lido de Sète à Marseillan ou les protections du littoral de Frontignan. Donc ces gros chantiers, en fait, ont pu être réalisés, permettent d'engager les territoires, en fait, derrière dans cette, de manière plus sereine, puisque ce volet, on va dire, atténuation de la vulnérabilité est fait sur ces secteurs-là, dans les différents pas de temps de l'adaptation, de la recomposition spatiale. Et aujourd'hui, dans chaque stratégie, on essaye de déployer, de faire en sorte qu'on ait un site pilote de recomposition spatiale qui émerge avec un cahier des charges encore plus localisé, que ce soit à l'échelle d'un quartier, l'échelle d'une parcelle. On va avoir l'émergence de ces travaux-là dans la continuité. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais voilà, je peux continuer si jamais il y a une autre partie. Oui, il y a d'autres questions. Aujourd'hui, est-ce que tout le littoral d'Occitanie est couvert par des stratégies locales de gestion durable du trait de côte? Et quel est le budget consacré pour le plan régional et l'appui aux stratégies locales de gestion durable du trait de côte? Quels fonds sont mobilisés? Européens, enfin FEDER, région? Alors les fonds, j'en ai un peu parlé sur la diapo, je suis passé un peu vite, mais il y avait un peu les estimations financières, les enveloppes concernées. Comme je disais, il y a des états d'avancement qui sont, c'était ma dernière diapo, hein, qui sont un peu différents en fonction des territoires. Tu peux la remettre, ta dernière drapeau? Tu peux la remettre comme ça Ouais, il y aura la réponse à la question. Merde, est-ce que je l'ai fermé? C'est pas grave. Voilà. Non, mais je la repartage. Vous la revoyez? Ça charge. Oui, c'est bon. Oui, très bien. Donc, il y a toutes les réponses en fait sur cette diapo-là. Sur les 6 territoires de projet, vous voyez que c'est effectué ou en cours. On a vraiment la logique, en tout cas, des 6 comités de pilotage et des 6 comités techniques qui existent, qui sont activés avec des réunions passées, en cours et à venir. Donc ça, c'est des stratégies qui sont amorcées sur leur phase diagnostique également. Certains ont déjà enclenché la création d'observatoires en parallèle. Sur le Roussillon, il y a même un observatoire qui sert d'exemple pour tous les autres, l'OBSCAT, qui existe depuis une dizaine d'années. Donc voilà, c'est des choses qui sont déjà bien avancées. Sur la mise en place de ces stratégies, des expérimentations et des différents travaux d'aménagement que ça sous-entend, voilà, on a mobilisé justement une enveloppe à hauteur de 30 millions d'euros. On est sur ce type d'estimation financière et comme vous pouvez le voir sur le travail qui est déjà engagé, il y a 11 millions d'euros qui sont déjà consommés à l'échelle de ces 6 territoires de projet. Et pour les cofinancements, c'était voilà, le plan Littoral 21 permet de mobiliser les crédits de la Banque des territoires, les fonds FEDER, fonds verts. Donc là, c'est vraiment en priorité forcément sur les communes qui sont inscrites au décret liste de la loi climat
ou qui sont en lien avec un PPA, puisque sur cette Aglopole Méditerranée, on a un projet partenarial d'aménagement, et donc les crédits Plan Littoral 21, État-région. On est sur ce type d'enveloppe en considérant aussi l'autofinancement des maîtres d'ouvrage. Merci. Que prévoit le plan d'adaptation en termes de protection du littoral? C'est des méthodes innovantes. Oui, justement, en termes de protection, on prévoit d'avoir de moins en moins besoin d'en faire. C'est justement la logique de travailler sur l'atténuation de la vulnérabilité et que ces stratégies-là fassent émerger des itinéraires d'adaptation. Et en fonction de ces itinéraires-là, pour tendre vers les projets de territoire résilients dont je parlais, qui est un peu cette prospective imaginée en début de stratégie, c'est de se demander, en termes de pas de temps, en termes de besoins à court terme, quel type de protection on a encore besoin de mettre en place sur les secteurs les plus menacés ou les secteurs sur lesquels la recomposition spatiale va tarder à se mettre en place. Si après, sur des secteurs très urbanisés, et même si c'est plus dans l'air du temps ni dans l'air des cofinancements, on doit prévoir encore de construire quelques ouvrages en enrochement, pourquoi pas. Si on doit faire des rechargements de plage avec toutes les pincettes qu'il faut prendre sur ce type de technique, on pourra en faire. Ce qui est mis en avant et ce qui est très largement priorisé, bien sûr, c'est de pouvoir rétablir les transits naturels. Et c'est aussi donc du coup de pouvoir travailler sur la restauration des cordons dunaires, la mise en place de solutions fondées sur la nature. Ça, c'est vraiment pour le court terme en termes de protection. Il y a aussi bien sûr tout ce qui est lié à la gestion de la fréquentation des plages, la canalisation, notamment d'accès à la plage, pour éviter le piétinement ou les dégradations. Là, on est sur le volet très court terme, quoi. Merci. Est-ce que j'ai fait le tour? Une dernière question. Votre réflexion intègre-t-elle la notion de seuil d'impact? Et pouvez-vous donner des exemples de projets de relocalisation d'actifs prévus? Alors, des exemples, la notion de seuil d'impact, peut-être on l'a pas identifié en tant que tel, hein, mais ça fait forcément référence à tout ce qu'on peut imaginer, en termes de pas de temps, en termes d'atténuation de la vulnérabilité. Sur les sites, sur les différents sites de relocalisation, c'est plutôt les déploiements de stratégies locales ou vers ces acteurs-là qu'il faudrait pouvoir se tourner. Il y a effectivement des choses qui pourront être prévues avec des acteurs comme la métropole de Montpellier, comme cette Aglopole Méditerranée dans le cadre du PPA. Il y a des secteurs très localisés qui sont identifiés dans le cadre du PPA de cette Aglopole, où on peut envisager de rapidement travailler sur des relocalisations. Voilà. Je ne sais pas si je peux rentrer dans le détail de certaines opérations à ce stade, mais on a identifié aussi sur la commune de Port-Iragne une relocalisation d'un parking. On travaille sur une relocalisation sur une autre collectivité d'une colonie en fait, hein, d'un établissement qui est actif uniquement l'été pour reconstruire la dune en lieu et place de cet établissement qui est devenu très vulnérable. Donc il y a pas mal de petits exemples comme ça, qui sont identifiés comme les sites pilotes de ces stratégies-là. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Pas d'autres questions. Encore une fois, merci Alexandre pour cette présentation. Je remercie vraiment tous les intervenants, toutes les intervenantes à ces présentations qui ont préparé ce webinaire. Et comme je l'indiquais en introduction, je vais maintenant céder la place à Jean-Baptiste Chabert, qui est co-animateur du groupe Connaissances et Prospectives Territoriales de Région de France, qui est de la région Sud. Donc je vais le laisser se présenter pour finalement essayer de faire une petite synthèse de l'ensemble de ces éléments, prendre un petit peu de hauteur sur tout ça et puis voir quelles sont finalement les perspectives qu'on peut en donner. Donc, Jean-Baptiste, je te cède la parole. Merci Jérémy. Donc rapidement, d'abord, je voulais remercier en fait tous les participants à ce webinaire à nouveau. Donc c'est un format qu'on a utilisé pour la seconde fois et qui, à mon avis, dans la séquence actuelle, a confirmé la pertinence pour pouvoir donner à voir, partager au-delà du cercle du groupe de travail en fait les résultats et les démarches qu'elles peuvent induire.
Donc, un grand merci à vous au nom du groupe de travail que je co-anime avec Olivier Bouba-Olga. Donc, en synthèse, hein, et sans vouloir être redondant, je pense que ce webinaire a bien montré, je trouve, en fait, comment la connaissance, hein, et la prospective pouvaient venir justement nourrir des compétences pour les régions, et au-delà, comment c'est un matériau, une ressource indispensable, hein, pour la gouvernance entre les différents niveaux d'action publique. Alors, c'est bien ce dont témoignent en fait ces retours d'expérience, hein, c'est qu'effectivement, on est sur le rôle des régions en l'espèce, hein, sur un sujet aussi complexe avec autant d'intervenants et de parties prenantes. C'est bien justement de faire circuler les bonnes pratiques, de capitaliser, hein, ces expérimentations, ces connaissances, envisager les projets communs qu'on peut développer à différents niveaux. On est donc là dans un rôle effectivement, hein, d'animateur. Alors certes, il y a des grands projets d'infrastructure, hein, notamment en Occitanie, ça a été dit. Il y a des grands espaces, hein, également en Hauts-de-France, ça a été évoqué, sur lesquels les régions sont interpellées. Mais il me semble que c'est vraiment ce rôle d'animation, en fait, hein, sur lequel les régions sont vraiment pertinentes. Et c'est là où justement, ben voilà, la connaissance territoriale, la prospective territoriale, prend tout son relief et permet effectivement, voilà, de mettre en place cette intelligence collective, faire cette transversalité entre les services, entre les niveaux d'action, et décloisonner, voilà, ces politiques sectorielles dans une logique vraiment de planification écologique et territoriale, mais à vocation vraiment opérationnelle, hein, parce qu'on voit bien qu'il s'agit de sujets qui restent pleinement à traiter au niveau local et qui concernent, voilà, avant tout les communes, les intercommunalités et les opérateurs aussi, bien sûr, qui sont sur cet espace littoral. Voilà en synthèse, hein, ce que je voulais dire. Évidemment, nous allons, pour répondre à l'interpellation et redire ce qu'a indiqué Jérémy, vous partager ces supports. On a prévu également une communication. Jérémy, peut-être tu peux en dire un petit mot, hein, sur le site de Région de France. En tout cas, on souhaite vous faire partager, hein, ce webinaire, qu'il puisse être accessible. Donc, n'hésitez pas, évidemment, à le diffuser, à le faire savoir. Oui, effectivement, donc on diffusera évidemment ce webinaire et puis les quelques grands axes sur le site de Région de France et les différents réseaux. On a bien tenu le timing et je m'en réjouis. Merci, j'espère que voilà, ce webinaire a été pour vous utile. On peut évidemment poursuivre les échanges, notamment à travers éventuellement des mails que vous pourriez m'adresser si vous aviez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Il me reste donc à vous souhaiter à toutes et tous une belle journée. Merci encore à nos intervenantes et intervenants, aux participantes et participants, donc à très bientôt pour un nouveau webinaire sur un format probablement similaire que nous allons probablement préparer avec ce groupe de travail connaissances et prospective territoriale de Région de France. Je vous remercie à toutes et tous. À bientôt.